Floriana qui me demande, est-ce que c'est une bonne idée déjà ou pas d'apprendre le japonais en regardant des films ou des séries? Est-ce qu'on peut réellement progresser en regardant, voilà, en se mettant juste devant un film ou autre? Et autre question, est-ce que je dois mettre les sous-titres en japonais ou pas? Est-ce que à chaque fois que je croise un mot que je ne connais pas, est-ce que je dois le chercher dans le dictionnaire? Ce qui peut être un petit peu chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, ça peut être un peu frustrant de t'arrêter toutes les 30 secondes parce que tu connais pas un mot. Voilà, donc on va parler de tout ça. Je vais vous donner mon avis. Je vais aussi vous donner l'avis de plusieurs experts, donc des personnes qui sont polyglottes, qui ont vraiment voilà, pas mal bossé le sujet. Alors, moi, déjà, ce que je peux vous dire là-dessus. Pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première, c'est de se dire que, bien sûr, plus on a d'input, c'est-à-dire plus on se confronte à la langue japonaise, que ce soit à l'écrit, à l'oral ou autre, et bien, forcément, mieux c'est bénéfique, plus on s'entoure de ressources en japonais, plus vous allez fatalement rencontrer des expressions, de la grammaire, du vocabulaire, etc. Donc je ne peux que vous encourager à regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo en japonais, voilà, tout ce qui vous plaît, eh bien vraiment allez-y. Maintenant, comment faire pour tirer le meilleur parti possible de notamment des films, des séries et des animés en japonais? Il y a plusieurs choses. Déjà, si votre objectif c'est uniquement de comprendre l'histoire, si c'est une œuvre que vous ne connaissez pas et que voilà, vous la découvrez, vous avez juste envie de comprendre l'histoire, là c'est clair que le mettre tout en japonais, si vous avez un niveau débutant ou même avancé, hein, ça dépend du film en question, ça peut être compliqué. Donc là, c'est certain que si votre but c'est juste de découvrir l'histoire et de vous faire plaisir, bah, laissez les sous-titres en français, au moins vous aurez la compréhension de l'histoire et vous aurez toujours comme ça 2-3 petits mots par-ci par-là que vous pouvez éventuellement retenir, notamment je pense dans les animés où il y a toujours les mêmes expressions qui reviennent, hein, bonjour, merci, machin. Ça c'est toujours bon à prendre. Maintenant, clairement, en faisant ça, vous n'allez pas pouvoir juste vous regarder tout le catalogue Netflix japonais et espérer être bilingue au bout d'un certain temps. Ça va pas marcher comme ça parce qu'il faut que vous puissiez vraiment pratiquer. En fait, il faut que vous soyez actif dans votre apprentissage du japonais pour en tirer le meilleur possible. Hein. Si vous voulez être capable d'écrire et de parler en japonais, de créer vos propres phrases, il faut être actif. Alors, ce qu'on peut faire déjà, la première chose que je vous recommande, bien sûr, ça va être de choisir du matériel, donc quand je dis matériel, c'est n'importe quelle ressource en japonais, qui est adapté à votre niveau. Donc là, si vous êtes grand débutant, ça va être un petit peu compliqué, donc ce que j'appelle grand débutant, c'est vraiment moins d'un GLPT 5. Par contre, voilà, à partir d'un GLPT 4, 3, quand on est débutant plus et intermédiaire, là ça commence à être intéressant, on a des bonnes bases, on peut comprendre des choses et on va pouvoir trouver des ressources qui sont adaptées à ce niveau de langue. Vous avez déjà une base suffisante en termes de grammaire et de vocabulaire, donc ça devient intéressant de aller se confronter, on va dire, à la vie réelle. Alors quand je dis vie réelle, c'est en fait du matériel créé par des natifs. C'est pas forcément comme ça que les gens parlent dans la vie de tous les jours, notamment les animés, hein, je pense qu'on vous l'a déjà pas mal dit, mais la manière de parler dans les animés n'est pas forcément la manière dont les vrais japonais de la vie de tous les jours vont s'exprimer. Mais ça fait partie de la culture japonaise, et si vous faites la part des choses, c'est tout de même intéressant d'essayer de comprendre ça. Donc déjà, la première chose pour moi, ça va être de choisir du matériel qui est adapté à votre niveau. C'est-à-dire, eh bien, principalement des choses qu'on va appeler tranches de vie, que ce soit des films, des séries ou bien des animés. Essayez de viser peut-être des situations que vous pourriez rencontrer dans la vie de tous les jours, donc des discussions en famille, des discussions à l'école, des discussions entre personnes, on va dire, lambda. Alors que c'est sûr que si vous prenez un film reconstitution historique du temps des samouraïs, ou bien si vous prenez un animé qui se passe dans l'espace, ou c'est la guerre, ou je ne sais pas quoi, le vocabulaire employé va forcément être beaucoup moins courant que ce que vous avez déjà appris. Donc ça risque d'être un petit peu plus dur à suivre. Donc étape 1, on choisit du matériel qui est adapté à son niveau. Étape 2,
Ce que je vous recommande, c'est de prendre, si possible, une histoire que vous connaissez déjà. Donc quelque chose que vous avez déjà vu soit en français, soit vous l'avez déjà regardé une première fois, vous connaissez l'histoire. C'est encore mieux, quelque chose que vous connaissez vraiment par cœur. Par exemple, si quand vous étiez petit, comme moi, vous regardiez beaucoup de films Disney, moi il y a plein de films où je connais, pas par cœur, mais en tout cas je sais exactement ce que se disent un peu les personnages, je sais comment l'histoire évolue, etc. Je visualise aussi la manière de parler de chacun des personnages, je connais leur personnalité. Donc ça peut être une super occasion de pratiquer le japonais parce que le fond, il est déjà là. Vous connaissez, vous savez l'histoire, vous n'allez pas vous poser la question de oh, bah tiens, qu'est-ce qu'il a demandé ou quoi. Vous allez vous concentrer sur la forme. Donc la forme, c'est la langue en elle-même. Donc si vous aimez les Disney, allez-y. Ça peut être aussi autre chose, hein. Moi je dis Disney, mais voilà, prenez vraiment ce qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi voilà, votre animé préféré ou autre, ou un film. Ensuite, troisième chose, est-ce que oui ou non on met des sous-titres? Et si on met des sous-titres, est-ce qu'on les met en japonais ou en français? Alors, là il y a plusieurs choses. Déjà, si vous mettez des sous-titres, fatalement vos yeux vont lire les sous-titres. C'est obligatoire. Si vous regardez ne serait-ce qu'une vidéo en français et vous mettez les sous-titres en français, donc le français qui est votre langue maternelle, vous mettez les sous-titres en français, vous allez lire les sous-titres. Vous allez moins écouter ce que dit la personne, vous allez lire les sous-titres. Parce que nos yeux prennent le pas sur l'oreille. On est, les êtres humains, on est vraiment des animaux visuels. C'est la vision qui compte le plus, c'est notre sens qui est le plus fort. Donc fatalement, on va être attiré par les sous-titres. Donc là, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est si vous mettez des sous-titres en japonais, vous allez pouvoir travailler notamment l'association de ce que vous entendez avec ce que vous voyez. Donc typiquement, ça c'est top pour apprendre des nouveaux kanji. S'il y a un mot qui revient et vous arrivez à voir le kanji en question, vous allez associer le mot avec le kanji. A contrario, ce qui est moins bien, c'est que du coup, vous allez vous focaliser plus sur la compréhension écrite, donc sur la lecture, et moins sur l'oral. Donc si vous voulez travailler la compréhension écrite, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire qu'à ce compte-là, autant lire un livre ou bien lire un article en japonais ou lire vraiment quelque chose qui est statique, sur lequel vous pourrez repasser plusieurs fois si vous avez besoin, plutôt qu'un film où les sous-titres ils vont durer 2 ou 3 secondes chacun et du coup ça va super vite et on n'a pas le temps de suivre. Si vous voulez vous entraîner à la lecture rapide en japonais, je vous conseille plutôt de faire du karaoké avec vraiment les paroles des chansons écrites en japonais et vous essayez de chanter par-dessus. Ça d'ailleurs c'est vachement bien avec les chansons Disney parce que le vocabulaire est pas trop compliqué. Ça je pense que vous pourrez en trouver facilement sur YouTube. Bonjour. Ohayo. Bonjour. Ohayo. Donc si ce qui vous intéresse, c'est la compréhension écrite, la lecture, bah à ce compte-là, je pense que les films, les animés, tout ça, avec les sous-titres en japonais, c'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Je pense que ce qui nous intéresse plutôt, c'est la compréhension orale, donc essayez vraiment de mieux comprendre ce que vous entendez en japonais, quand il y a un japonais qui parle. Je pense que c'est le plus intéressant dans des films, séries et animés. À ce compte-là, ben c'est certain que sans sous-titres, c'est le top du top. Par contre, ça va être vraiment fatigant parce que ça va vous demander une concentration beaucoup plus accrue que s'il y avait des sous-titres en français, bien sûr. Donc pour moi, c'est pas le même exercice. C'est pas le même exercice entre écouter vraiment 100% en japonais sans sous-titres, regarder un film avec des sous-titres en japonais et regarder un film avec des sous-titres en français. Pour moi, on est sur 3 exercices différents. Donc ça dépend vraiment ce que vous cherchez. Et ce que je peux vous recommander, si vraiment votre but c'est de travailler la compréhension orale, donc vraiment se forger l'oreille et essayer de mieux comprendre les dialogues en japonais, à ce compte-là, choisissez vraiment une scène que vous connaissez très très bien. Vous connaissez l'histoire, un petit peu son déroulé, et là vous mettez pas de sous-titres. Vous écoutez que en japonais et vous essayez vraiment de décortiquer les mots, les phrases, etc. Et là, je pense que déjà faire ça pendant 5-10 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. 5-10 minutes d'écoute active, c'est très fatigant. Donc je pense que ça peut être déjà pas mal. Je voulais également vous partager quelques chiffres d'une étude que je trouvais hyper intéressante. C'est une étude espagnole qui a justement étudié des Espagnols qui regardaient des films anglais, soit avec des sous-titres espagnols, donc ils les ont suivis pendant un certain temps,
En fait, c'est simple. Donc des Espagnols qui apprennent l'anglais, qui regardent un film anglais avec des sous-titres en espagnol, ils ont observé 0% de progrès. Donc c'est ce que je vous disais, hein, on va se concentrer sur notre langue maternelle, on va lire, on va se concentrer sur l'histoire, et éventuellement, si on chope un mot ou deux dans le film, c'est déjà beaucoup. Donc globalement, un mot ou deux sur 1 heure et demie de film, ça représente pas grand-chose. Maintenant, si les Espagnols ont mis 0 sous-titres, donc vraiment là, ils avaient juste le film en anglais, ils ont remarqué qu'il y avait environ 7% de progrès. Donc c'est pas mal, mais on peut être assez largué parce que voilà, on comprend pas tout, on passe à côté de beaucoup de choses. Et le plus significatif, c'était avec des sous-titres en anglais. Là, ils ont observé environ 17% de progrès parce que du coup, on va se concentrer, on va améliorer en fait, on va associer ce qu'on entend avec ce qu'on lit. Donc c'est intéressant. Je pense qu'en japonais, c'est un petit peu plus délicat parce que la barrière des kanji. Voilà, si tout était écrit en kana, peut-être. Là, avec la barrière des kanji, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais néanmoins, je trouve que c'est quand même intéressant de s'entraîner de temps en temps avec les sous-titres en japonais pour tester et puis pour apprendre, pourquoi pas, quelques kanji. Dernière chose, d'un point de vue global, hein, ce que disent vraiment tous les polyglottes, les personnes qui sont vraiment spécialisées dans l'apprentissage des langues, etc., c'est que ce qui permet vraiment de faire des progrès significatifs, c'est le fait de faire du shadowing. Donc le shadowing, je vous en parle souvent, c'est le fait d'écouter un natif parler, dire n'importe quelle phrase, faire pause, répéter après ce natif. Donc ça, l'idéal, c'est quand vous avez le texte, que vous pouvez vérifier, hein, que vous répétez pas n'importe quoi. Avec les films, avec les séries, les animés, on n'a pas forcément le script sous les yeux. C'est pour ça que je pense qu'une extension comme Language Reactor, donc je vais en parler juste après, Language Reactor, je crois qu'avant ça, ça s'appelait Learn Language ou Language Learning with Netflix. Enfin, ça avait un autre nom, je crois que maintenant ça a évolué. Ça s'appelle Language Reactor. C'est une application, une extension sur Chrome, enfin moi en tout cas je l'ai sur Chrome, qui est gratuite et que vous pouvez donc télécharger et installer sur votre navigateur Chrome et qui vous permet d'avoir justement les sous-titres en japonais, notamment sur Netflix. Je crois que ça marche aussi sur d'autres plateformes style YouTube, etc. Mais enfin moi en tout cas je l'ai sur Netflix. Et du coup c'est super cool parce que vous pouvez afficher ou bien enlever les sous-titres quand vous voulez. C'est-à-dire que là, s'il y a une scène dans un animé, vous vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien vérifier ce que cette personne a dit », vous revenez 5 secondes en arrière, vous mettez les sous-titres et vous vérifiez « Ok, est-ce que c'est bien ça que j'avais compris ?» 門みたいだね。なんだ、モルタル製か。Donc ça peut vous permettre de faire du shadowing quand vous voulez. Quand vous êtes en train de regarder un truc qui vous fait plaisir, vous dites « Tiens, j'aimerais bien vérifier ce que ce personnage a dit. » Et voilà, en 2 secondes, c'est fait. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Si vous avez d'autres idées, d'autres témoignages, ça m'intéresserait énormément de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous avez fait des progrès avec ça? Est-ce que ça vous sert dans votre vie de tous les jours? Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi.